Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Adoption ce jeudi du budget général de l'État-gestion 2026 par les députés de la 9e législature. Le budget est évalué à plus de 3 700 milliards de francs CFA, soit une hausse d'environ 6,6% comparativement à l'année 2025. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire mais peinent à commencer. La procrastination s'invite dans les tâches simples comme dans les grands projets. Mais comment s'en débarrasser? La réponse avec le pasteur Georges Adeyemo, surintendant de l'église Tech, dans cette édition. Hors du Bénin, fin ce vendredi de la visite en Chine du président français Emmanuel Macron. À nouveau, bonsoir. Les députés de la 9e législature ont adopté à l'unanimité ce jeudi le budget général de l'État-gestion 2026 évalué à 3 783 milliards 980,4 millions de francs CFA. Comparativement à l'année 2025, on note une hausse d'environ 6,6%. Selon les projections présentées, l'État entend poursuivre en 2026 ses grands chantiers tout en consolidant les acquis des dernières années. L'accent est particulièrement mis sur les secteurs à fort impact social. Il faut noter que plus de 42% du budget sont dédiés aux dépenses à sensibilité sociale, sans oublier les volets santé, éducation, protection sociale et l'accès aux services essentiels. Le vote s'est déroulé en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani. Alors que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans de nombreuses rédactions, certaines restent très prudentes. Entre méfiance, questions éthiques et crainte d'erreur, ces journalistes n'ont adopté l'IA qu'à la marge. Reportage au sein de Radio Maranatha où l'humain reste central. Ici, l'IA existe, mais reste au second plan. Pas d'utilisation massive, encore moins d'automatisation. Les journalistes préfèrent s'appuyer sur leur expérience plutôt que sur des algorithmes. Effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre rédaction, même si ce n'est pas fréquemment, on l'utilise parfois pour peut-être la correction d'un texte, la correction d'une information, pour faire une certaine recherche parfois. Donc, on ne l'utilise pas fréquemment, mais on l'utilise quand même. Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et on ne peut quand même pas s'en passer. Je n'ai jamais utilisé l'intelligence artificielle. Je ne me suis jamais servi de ça pour écrire mes papiers. À vrai dire, je sais l'utilité que cela peut apporter dans notre travail, surtout ce que nous faisons. Je pense que ça peut faire disparaître l'originalité de ce que nous faisons, surtout dans le métier que nous faisons. Se servir tout le temps de l'intelligence artificielle, ça, dans 10 ans ou bien dans 15 ans, on n'aura peut-être plus besoin de nos journalistes à des moments donnés parce qu'on va tout le temps utiliser l'intelligence artificielle. Donc moi, je mesure la portée que cela peut apporter dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons pour cela parce que ça nous aide à utiliser certains papiers. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le métier que nous faisons va disparaître. Mais notre importance dans le métier que nous faisons va disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de nous. J'ai utilisé une fois ChatGPT. Des fois, je cherche les mots synonymes à quelques mots. L'IA n'est utilisée que comme aide technique. Pas question de générer un article complet. Les journalistes assurent que rien ne remplace l'enquête, le terrain et la vérification humaine. Aujourd'hui, vous posez une certaine question à l'intelligence artificielle et elle vous donne la réponse. Vous-même, vous connaissez la réponse avant de lui poser la question. Elle vous donne la réponse et vous êtes étonné, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne lui fais pas confiance, même pas à 50%. Pas manque de confiance, j'utilise pas trop les intelligences artificielles parce que des fois, ça sort des réponses qui ne sont pas vraies. Le contenu généré par l'IA n'est pas du tout fiable, en tout cas à 100%. Elles sont assignées à une tâche précise, elles sont assignées à un rôle précis. C'est à vous, utilisateurs, de connaître les fonctionnalités de chaque IA et de les adapter à la recherche que vous voulez faire. Dans cette rédaction, l'IA reste un simple outil parmi d'autres. Le travail journalistique, lui, continue de reposer avant tout sur le regard humain. Celui qui enquête, recoupe et garantit l'information. La grossesse est un moment unique, fait de joie, d'attente.
mais parfois aussi de doutes et de vulnérabilité. De plus en plus de futures mamans se tournent vers la psychothérapie pour mieux vivre ces mois intenses, comprendre leurs émotions et renforcer leur équilibre mental. Entre soutien, écoute et préparation émotionnelle, cet accompagnement devient un véritable allié pour traverser plutôt la grossesse avec plus de sérénité. Estelle Dagba, sage-femme à l'hôpital Bethesda, nous en parle. Le plus souvent, on entend dire les sages-femmes insultent les femmes, mais moi, je dirais que je n'ai pas fait. Déjà, je suis une chrétienne engagée. J'aime mon Dieu, je ne veux pas voir quelqu'un que le Seigneur a créé à son image dans la douleur, parce que notre travail, nous ne sommes pas avec des gens simples. Nous sommes face à des femmes qui souffrent. Et la femme qui souffre ne peut pas gérer toutes ses émotions. En tant que chrétienne, tu dois comprendre ça et savoir que celle-là, elle est dans la douleur. Elle peut ne pas être coopérante, mais c'est à toi de jouer le jeu. Quand j'avais commencé le travail de la sage-femme, quand je viens à la garde, quand je vois les femmes, les jeunes filles, les primigènes, les gens qui n'ont jamais accouché, je leur fais une psychothérapie en fait au départ. Je lui explique que après mon examen, je la fais asseoir pour lui dire, tu es à tel niveau de ta délivrance, tu es à tel niveau de l'accouchement. Donc là où tu es là, ce n'est pas encore l'essentiel. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'au début. Les douleurs vont commencer par augmenter au fur et à mesure. Quand tu lui expliques tout comme ça, tu expliques le déroulement de l'accouchement à la primigène, à la jeune femme qui n'a jamais accouché, elle va te comprendre, elle saura que parfois on leur explique tellement que elle attend toujours cette douleur forte que elle ne dira plus rien jusqu'à l'accouchement. Elle ne dira plus rien parce que elle s'attendait toujours à une forte douleur avant que ça ne sorte. Et de là, quand elle est déjà à 6, à 7, elle ne sait pas. Comme tu lui as déjà dit que ça là, ce n'est que le début. La douleur va s'accentuer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'enfant sorte. Elle attendait cette douleur jusqu'à... Elle ne dira rien avant que l'enfant ne sorte. C'est comme ça. Donc, il y a un préparatif, un préalable que les collègues n'arrivent pas à faire. Si tu ne fais pas ce préalable, la femme ne peut pas coopérer avec toi. On poursuit l'édition. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais peinent à commencer. La procrastination s'invite dans les tâches simples comme dans les grands projets. Mais comment s'en débarrasser? Entre organisation, gestion du temps, discipline personnelle, le pasteur Georges Adeyemon, surintendant de l'église ETEC, nous en livre quelques mots dans cet extrait. L'attitude que le chrétien doit adopter pour vaincre la procrastination, c'est tout simplement, il faut programmer et être rigoureux. La rigueur dans les programmations. Et quand vous êtes programmé, rien ne peut plus. Si il y a quelque chose qui veut venir pour s'infiltrer dans votre programme, le chrétien ne le permet pas. Parce que peut-être ce qui vient là, le diable peut le faire. Parce qu'au moment où tu dois aller à ce rendez-vous, aller faire l'œuvre de Dieu, la diable a programmé de bonnes choses pour toi. Quand l'ennemi voit ça, il peut amener autre chose pour s'infiltrer dans ton programme. Et toi, si tu n'as pas l'esprit éveillé, tu vas chercher à dire, bon, et on remet ça là demain, et j'y refais. Oh, Dieu avait un plan. Donc, le chrétien, le véritable chrétien, doit savoir que quand je fais mon programme, je dois être rigoureux. Que rien, ce qui est déjà programmé, que rien d'autre ne m'empêche de marcher selon ma programmation.
La mission Source de vie de Cotonou a lancé officiellement mercredi passé la toute première convention expansion 2025, une rencontre spirituelle qui s'étend sur 3 jours autour du thème « Préparer le chemin ». Pour cette ouverture qui s'est déroulée dans la soirée de ce mercredi 3 décembre 2025, les participants ont été édifiés par un message centré sur comprendre le Saint-Esprit et les dons, avant de vivre un temps de ministère marqué par des miracles. Némi, Dera et Credo Deflé étaient de la partie. Sur ces mots, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouverte la première édition officielle de Expansion 2025, préparer le chemin. Voilà qui vient donner le ton à la conférence Expansion 2025 à l'auditorium de la mission Source de vie à Cotonou. Dès les premières heures, chants et cantiques montent comme une seule voix vers Dieu. Placés sous le thème général « Préparer le chemin », tous attendent un repositionnement spirituel. Et pour ce premier jour, le thème abordé par l'orateur est comprendre le Saint-Esprit et ses dons. C'est la seule personne qui sait ce qu'elle attend de Dieu. People will look at your life. Les gens regarderont votre vie and think that you are okay. Et vous penseront que tout va bien. Look at your ministry. Certaines personnes vont regarder votre ministère and think that your ministry is okay. Et penseront que tout va bien avec votre ministère. People will look at your family. Certaines personnes vont regarder votre famille and think that everything is okay. Et vont penser que tout va bien avec votre famille. You are the only one who knows. C'est la seule personne qui sait what you want from God. Ce que vous attendez de Dieu. La suite de la soirée a été marquée par un temps de ministère de guérison et de miracles, sous des applaudissements des participants venus expérimenter la gloire de Dieu. À la fin du programme, certains ont exprimé leur satisfaction. Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il a encore fait aujourd'hui. Nous l'avons vu à l'œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. La conférence Expansion 2025 s'annonce comme un rendez-vous où l'auditorium, mission Source de vie, entend non seulement préparer le chemin, mais avancer avec assurance sur la conduite du Saint-Esprit. On traverse à présent les frontières béninoises. La page internationale de ce soir nous emmène au Burkina Faso, en Chine, avec la visite du président français Emmanuel Macron et à Moscou, en Russie. Le tour de l'actualité internationale est une compilation de Némi Dera. 8 membres de l'ONG INSO, spécialisée dans la sécurité humanitaire, dont 3 Européens, un Français, une Franco-Sénégalaise et un Tchèque, ont été libérés après avoir été arrêtés pour espionnage par la junte du Burkina Faso, a annoncé INSO à l'AFP ce vendredi. L'ONG précise que la libération de ses membres s'est faite fin octobre. Le Burkina Faso est dirigé depuis 3 ans par un régime autoritaire issu d'un coup d'État qui prône une politique souverainiste. INSO a salué la libération de ses collègues effectuée en toute sécurité et est reconnaissant du soutien qu'il a rendu possible, a indiqué le service de communication de l'ONG basé à La Haye aux Pays-Bas qui avait refuté début octobre les accusations d'espionnage. Le président français Emmanuel Macron a appelé ce vendredi 5 décembre 2025 à maintenir l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine et accroître la pression sur l'économie russe. En pleine visite d'État en Chine, il a également plaidé pour l'unité entre Européens et Américains vis-à-vis de la Russie. Il faut maintenir l'effort de guerre, accroître la pression en particulier sur l'économie russe, a dit le chef d'État français. L'unité entre les Américains et les Européens sur la question ukrainienne est indispensable, a-t-il ajouté.
Le président russe Vladimir Poutine a été reçu ce vendredi 5 décembre par le premier ministre indien Narendra Modi, a déclaré que Moscou continuerait de livrer du pétrole sans interruption. À New Delhi, la Russie fournit de manière fiable du pétrole, du gaz, du charbon et tout ce qui est nécessaire au développement énergétique de l'Inde, a expliqué Vladimir Poutine. Nous sommes prêts à continuer des livraisons sans interruption de pétrole pour l'économie indienne en croissance rapide, s'est engagé le président russe. Pourtant, le chef du gouvernement indien Narendra Modi est sous pression des États-Unis pour qu'il cesse ses achats de produits pétroliers russes en pleine guerre en Ukraine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, par la grâce de Dieu.